Très bien, mes chers collègues, Madame la rapporteure, notre commission reçoit aujourd'hui trois personnalités éminentes du monde de l'électricité qui exercent leur activité sur des créneaux dont il nous a semblé qu'ils méritaient de retenir une attention toute particulière dans nos travaux. Il s'agit de métiers qui se rapportent à de nouvelles modalités de la consommation électrique. Nous aurions pu d'ailleurs baptiser le thème de cette rencontre Smart Homes, Smart Tariffs. On verra à la fin de notre audition ce qu'il en est. Donc je voudrais brièvement présenter nos interlocuteurs. D'abord Monsieur Grégory Lamotte, président et fondateur de Comwatt, qui est une société qui promeut des systèmes d'autoproduction et d'autoconsommation, principalement à partir du photovoltaïque. Monsieur Pierre Bivas, fondateur de Voltalis, opérateur de l'effacement diffus, et Monsieur Vincent Maillard, qui est directeur général énergie et réglementation chez Budget Télécom, mais qui a été précédemment en charge des questions de tarification au sein d'EDF. Donc vous pourrez faire le lien avec Marcel Boiteux, que nous avons auditionné l'année dernière. Le point commun entre vous, messieurs, est de promouvoir des formules de réduction de la facture électrique auprès de consommateurs auxquels vous proposez des services dont le développement reste toutefois incertain, du moins à court terme, et vous pourrez donc nous éclairer utilement sans mauvais jeu de mots. Concernant par exemple la question de l'effacement, la commission d'enquête a recueilli des points de vue très différents, voire divergents. Les représentants des grandes fédérations syndicales du secteur de l'énergie que nous avons récemment auditionnées se sont même montrés opposés à l'émergence d'opérateurs privés d'effacement qui seraient rémunérés pour ce service. Quoi qu'il en soit, comme chacun le sait, un arrêté vient d'être publié le 11 janvier dernier afin de fixer le montant de la prime dont bénéficieront certains opérateurs d'effacement. De même, un autre arrêté a été pris par le ministre de l'Énergie il y a quelques jours sur le mécanisme d'obligation de capacité à la charge des fournisseurs d'électricité. Messieurs, vos activités sont à la rencontre de ce que l'on nomme les smart grids et les systèmes d'information les plus sophistiqués de l'Internet. En cela, vos remarques nous intéressent, d'autant plus que de nouveaux services concernant les modes de consommation de l'électricité vont nécessairement avoir des incidences sur les coûts de son usage et vraisemblablement sur les tarifications. D'autres sujets peuvent également enrichir la réflexion, comme celui plus général de la décentralisation de la production ou encore celui plus précis des éventuels apports qui résulteront de la mise en place du compteur Linky. Nous allons donc, dans un premier temps, vous écouter au titre des exposés liminaires que vous nous livrerez, et puis nous aurons bien évidemment un débat avec les membres de la commission. Mais je vais vous demander, avant de vous donner la parole, de jurer la formule sacramentelle, puisque nous sommes dans une commission d'enquête, et donc conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez donc lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci infiniment et vous avez la parole. Donc, je vais poursuivre. Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, Monsieur et Madame les députés. Donc, je suis Grégory Lamotte, président et fondateur d'une société qui s'appelle Comwatt. C'est une start-up qui travaille sur l'Internet de l'énergie. Notre métier est de travailler, notre métier de base, notre métier originel, c'est de travailler sur l'autoconsommation, l'autoproduction. C'est la capacité qu'a un site à produire l'énergie sur place plutôt que de l'acheter au réseau. C'est ce qu'on appelle aussi l'énergie potagère. Donc, c'est-à-dire que ça ne remplace pas 100% de l'énergie que le site consomme, mais c'est un appoint qui peut aller de 20, 50% en moyenne, mais qui peut monter dans certains cas très favorables jusqu'à 70%. Ça veut dire que ces gens-là, de manière très simple, vont mélanger l'énergie qu'ils produisent avec l'énergie qu'ils achètent. Et le réseau complète. Un peu comme si avant, on était tous avec des voitures à essence, et que nous, on invente la voile. C'est-à-dire qu'on garde les deux, c'est-à-dire que le jour où il y a du vent, enfin, le jour où il y a du soleil, ou du vent pour les éoliennes, eh bien, on utilise l'énergie renouvelable.
pour couvrir les besoins, qui peuvent être jusqu'à 100%. Et après, si le soir, si dans la journée, il y a un orage, hop, le réseau complète. Donc en fait, c'est un système hybride qui permet effectivement de produire de l'énergie qui est moins chère. Parce qu'un des premiers points importants, c'est que dans la facture d'énergie aujourd'hui, 50% de la facture, c'est le transport. Donc aujourd'hui, pour vous donner, sans vous abreuver de milliers de chiffres, je parle de la facture hors taxe. Hors taxe, on est à 50% à peu près sur le transport. Aujourd'hui, quand on produit de l'énergie renouvelable, donc le prix a extrêmement baissé. Les panneaux photovoltaïques notamment, le prix a été divisé par 4 en 4 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le toit de ce bâtiment, on pourrait produire une énergie dans la loi actuelle autour de 8 centimes à peu près le kilowattheure sur une installation simple de 100 kWh. 8 centimes, c'est l'énergie, le prix que ça coûte, quand on l'amortit sur 20 ans, le prix de l'installation, avec l'entretien, avec le remplacement des onduleurs, etc. Et c'est l'énergie, le prix de fabrication et de consommation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de transport, c'est directement consommé sur place. A l'inverse, quand on regarde effectivement avec le projet EPR, où aujourd'hui on est sur des prix à peu près à... Alors je vais continuer en centimes par kilowattheure, donc aujourd'hui l'EPR on est plutôt à 11 centimes le kilowattheure. Après il faut le transporter. Mais quand je parle d'EPR, je peux parler aussi de centrales éoliennes, qu'il faut aussi transporter. Et aujourd'hui le transport en France c'est 7 centimes. C'est-à-dire que si je continue avec l'exemple de l'EPR, c'est 11 plus 7, c'est 18 centimes. C'est-à-dire que pour alimenter les luminaires ici, c'est soit on paye 18 centimes en acheminant l'énergie de loin, ou alors on produit sur place sans effectivement les frais de réseau. Alors après, effectivement, se pose la question ah oui, mais quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et qui paye ces frais de réseau? Le réseau est là en sécurité, un peu en filet de sécurité, mais il faut qu'il y ait une solidarité nationale pour effectivement permettre de... Et c'est là que rentre la notion d'effacement. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où il n'y a pas de production d'énergie renouvelable, il faut trouver le moyen, effectivement, de trouver l'énergie la plus adaptée et la moins chère. Et c'est là qu'effectivement, on a besoin de systèmes de régulation au niveau national pour pouvoir faire consommer les appareils au bon moment. Donc nous, effectivement, notre savoir-faire, c'est tel qu'on l'a développé, c'est la capacité, un algorithme qui, en fonction des conditions, donc du site ou d'une région ou d'un pays, va décaler, va interrompre la consommation de certains appareils pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, sans perte de service pour le client final. Et aujourd'hui, on a près de 500 clients qui utilisent ce système-là, qui n'ont pas de problème d'eau chaude, n'ont pas de problème de chauffage, parce qu'en fait, quand on commence à s'attaquer à ce problème-là, on se rend compte qu'il est assez facile d'avancer grâce à Internet. Et donc, on va donc non seulement réduire la facture de nos clients en produisant de l'énergie localement moins chère pendant une grande période, et ensuite, on va protéger les réseaux, c'est-à-dire qu'en ayant une gestion un peu comme l'a présenté Voltalis, centralisée et avec l'Internet de l'énergie, on va pouvoir effectivement faire fonctionner les appareils au moment où le réseau peut produire une énergie peu chère. Car comme vous le savez, plus on introduit dans le réseau, dans le mix français d'énergie renouvelable, et plus on va avoir une grosse fluctuation des moments où on produit, des moments où on consomme. Et en Allemagne, ils ont 7 fois plus d'énergie renouvelable que nous, ils ont 35 gigas en solaire, 35 gigas en éolien. À certains moments, il y a une décorrélation complète entre l'offre et la demande. Et ce qui fait qu'en Allemagne, on constate parfois, sur le marché de gros, l'énergie est à un prix négatif. Alors nous, on a une solution qui coûte quelques centaines d'euros, qui s'installe en 2 heures partout. Imaginez qu'on peut produire, on pourrait produire à 100 000, 200 000 exemplaires. Imaginez que les Allemands avaient notre solution. Nous, on appuie sur un bouton, on lance 1 million de cumulus. Vous imaginez bien que l'offre et la demande se retrouveraient assez rapidement et on n'arriverait jamais à des prix négatifs. Donc aujourd'hui, les Allemands ont extrêmement bien avancé sur tout ce qui est production massive d'énergie renouvelable. Ils n'ont malheureusement pas encore totalement bien intégré le problème de la demande. Et nous, en France, on a développé un savoir-faire. On est spécialiste de tout ce qui est IT, tout ce qui est big data. La France a un savoir-faire énorme en tout ce qui est NTIC. On est réputé en Californie. D'ailleurs, nous, on s'est installé aussi là-bas. Depuis 2 mois, mon associé est parti là-bas. On a une très bonne réputation parce qu'on est très bons développeurs informatiques. Et je pense que l'Internet de l'énergie, c'est une chance pour la France de rattraper ce que la France a raté sur la partie machines-outils. Les machines-outils, les Allemands ont été très très forts. Ils ont exporté le monde entier leurs machines-outils. Je pense que l'enjeu pour la France, c'est demain, c'est de travailler sur les big data, travailler sur cette technologie de l'Internet de l'énergie de manière à pouvoir exporter cette technologie demain. Car le problème qu'on aborde aujourd'hui pour la France se passe exactement partout pareil.
Aujourd'hui, par exemple, il y a une étude on est en train de s'implanter en Australie également. En Australie, ils ont une banque a fait une étude, je pourrais vous communiquer les détails si ça vous intéresse, en disant qu'en 2018, même si le charbon coûtait 0 € la tonne, 0 €, donc c'est un cas qui n'arrivera jamais, hein, ça coûterait moins cher de produire du photovoltaïque et de le consommer sur place. Pourquoi? Parce que l'Australie, c'est un pays qui est extrêmement grand, il y a 23 millions d'habitants, et donc les réseaux sont très longs. Et donc, du coup, transporter le courant sur des grandes distances coûte plus cher que de le fabriquer. Donc, du coup, même si le charbon coûtait 0, ça va coûter aux Australiens. Donc, les gens qui sont en train de lever des fonds pour faire des centrales à charbon en Australie, ils sont en train de se gratter la tête, ils se disent est-ce que le charbon, c'est une bonne idée, même à 0 € le kilo? Donc c'est pour vous dire que la révolution, la transition, c'est pas qu'on arrive avec des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont décentralisées. Et c'est ça qui change un petit peu tout le modèle économique. Et c'est là-dessus que nous, on amène tout un tas de solutions. Et la technologie est là. Elle est présente. C'est pas dans 10 ans, c'est dès 2015. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, quand je vous prends les prix, j'ai pris le prix d'une production d'énergie renouvelable, c'est une baisse qui est régulière. Depuis 30 ans, à peu près, dans le solaire photovoltaïque, on a une loi qui s'appelle la loi de Svensson. C'est une loi log-log qui dit que dès qu'on augmente, qu'on double la capacité de production mondiale, on baisse les coûts de production du kilowattheure de 20%. Et donc, ça arrive tous les 20 mois à peu près. Donc ça marche depuis 40 ans. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le photovoltaïque produit une énergie qui est peu chère, qui est facile à installer sur un site pour pouvoir produire et consommer sur place. Et surtout, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que cette année, même si en France, le photovoltaïque n'avance pas très vite, dans le monde, on a encore connu une augmentation de 30%. C'est-à-dire que tous les pays du monde, les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Japon, investissent massivement. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Barack Obama, il ne jure que par le photovoltaïque en ce moment, parce qu'il se rend compte que ça crée beaucoup d'emplois. Une étude américaine du Massachusetts Institute de Robert Pauline dit que, effectivement, quand on investit $1 million dans le renouvelable, on crée en gros 14 emplois, contre 6 seulement dans les énergies conventionnelles, et moins pour le nucléaire. Donc du coup, on a une énergie qui est moins chère pour l'usager, on baisse les frais d'entretien de réseau, et derrière, on crée beaucoup d'emplois. Et ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas lié à l'essor de la technologie hydrogène qui va arriver peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans. Non, c'est maintenant, c'est en 2015 qu'on parle. Et donc, on a des grosses capacités de baisse potentielle dans l'avenir. Donc voilà, en 2 mots, résumer les principaux points de notre approche. Et effectivement, je suis ouvert à toutes les questions que vous auriez à nous poser. Exposés respectifs qui ont été très intéressants, qui ont ouvert pas mal de perspectives. Si vous permettez, je souhaiterais dans un premier temps qu'on essaye de rendre, je dirais, les aspects concrets et opérationnels sur le plan des, je dirais, des quantités. Quelles sont les données quantitatives dont on dispose actuellement pour savoir quels sont les effets concrets, je dirais, de façon globale sur notre territoire. Est-ce que vous avez des données sur la diffusion? Alors, vous avez, je pense, chacun en ce qui vous concerne, mais est-ce qu'il y a des données globales qui permettent de quantifier la diffusion de ces outils et d'en mesurer ensuite les effets concrets? Ça, c'est un premier élément qui serait important que nous puissions avoir. Alors, on voit bien là l'archaïsme que vous avez décrit. Il y a la perspective des compteurs Linky. Comment vous voyez cela? Quelle est l'appréciation que vous portez sur ce qui est prévu actuellement de faire pour, et notamment des délais de diffusion? Et aussi, à travers la diffusion, il y a la sensibilisation du consommateur et le fait qu'il va être réactif. Et deuxième question liée à cela, qu'est-ce que vous verriez comme moyen ou comme mode ou comme outil pour, j'irais le sensibiliser au-delà que de constater? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut lui apporter comme autres éléments? Parce que ce qui me frappe quand même et qui est une question qui recoupe un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est que le consommateur moyen, s'il y en a un, il est plutôt passif. Et donc, comment on passe du statut de consommateur passif qui, à la fois, sont relevés en décalage
qui ne se pose pas toujours la question de savoir et qui n'identifie pas toujours la cause du montant de la facture ou de l'économie qu'il a faite ou du surcoût par rapport à ce qu'il avait envisagé de régler, et comment on en fait un acteur de sa propre consommation, et éventuellement comment on fait en sorte qu'il devienne producteur. Il y a un problème de cheminement et de transformation, du statut du consommateur. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Je commence. Alors, comment mesurer les effets? Aujourd'hui, donc, il y a l'ADEME qui a fait beaucoup d'études, notamment une étude européenne, qui montre effectivement entre deux panels de personnes, un premier qui travaille comme aujourd'hui en France, avec une facture tous les 6 mois, et un autre panel de personnes qui ont en temps réel une vision de leur consommation, il y a un écart de 10%. Ça, c'est factuel, c'est observé, et c'est effectivement quelque chose qui est assez concret. Ensuite, il y a une autre étude qui a été faite pour les appareils en veille. Effectivement, il y a tout un tas d'appareils en veille. Et quand on coupe systématiquement, donc quand on a un système intelligent qui observe les consommations des appareils et qui leur coupe une fois que le téléphone a fini de se recharger ou que la télévision est éteinte mais qu'elle consomme encore en veille, on peut encore gagner 5 à 6% sur ces consommations d'après une étude Power Metrics réalisée par AFP. Donc en fait, aujourd'hui, après nous, on travaille sur d'autres aspects qui permettent assez facilement de gagner. Par exemple, on fait des alertes. Vous pourriez être ici, dans ce bureau, et puis recevoir une alerte sur votre téléphone qui vous dit « Ah, votre chauffage est resté allumé à la salle de bain, voulez-vous l'éteindre ?» Donc effectivement, il existe des choses avec Internet. C'est très simple à faire. C'est une technologie qui permet effectivement de faire d'énormes économies. Donc du coup, aujourd'hui, comment on le mesure? Nous, on le mesure concrètement. On a des données. On a à peu près 1,5 million de données par jour qui tombent. Et on voit effectivement la baisse, la consommation factuelle qu'on fait baisser à nos clients. Ça, c'est pour les mesures. Et ça, c'est des choses qu'on mesure nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on mesure nous-mêmes les données, les informations. C'est-à-dire qu'on a un système de mesure d'énergie sans passer par le compteur EDF qui permet effectivement nous-mêmes de pouvoir faire l'acquisition de données et de pouvoir les remonter dans nos serveurs de manière à pouvoir être indépendant de n'importe qui. Oui, mais juste, excusez-moi de vous interrompre. Ça, on voit bien ce que vous êtes en capacité de faire. Ce qu'on fait aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui déjà, et ce que vous permettez de faire, et ce qui est possible de faire. Simplement, la réalité, c'est que la diffusion de l'information de ce qui est possible de faire à un consommateur lambda qui ne sait pas tout ça, Oui. elle n'est pas faite, si je puis dire. Et les effets que vous donnez, les spécialistes, les initiés ou les personnes qui s'intéressent à la question le savent, mais pas les autres consommateurs, pas la moyenne du consommateur, si je puis dire, s'il existe, encore une fois. Vous avez raison, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dans les têtes. Effectivement, la transition, c'est aussi un changement des mentalités. Et ça, aujourd'hui, pour pouvoir faire ce changement de mentalité, il y a plusieurs leviers. Là, il y a la communication, effectivement, il faut qu'on en parle davantage. Et puis après, il y a le prix incitatif. Aujourd'hui, les Allemands, ils consomment à service équivalent 30% d'énergie en moins, parce qu'effectivement, ils ont une énergie qui coûte beaucoup plus cher. Donc, comme elle coûte beaucoup plus cher, ils se posent la question 2 fois de suite, enfin 2 fois pour savoir quel appareil ils vont utiliser, alors qu'en France, on se pose moins la question. Et en France, on a moins développé cette technologie autour de l'efficacité parce que l'énergie était moins chère. C'est mathématique. Donc je pense qu'effectivement, pour faire bouger les comportements, je pense qu'effectivement, il faut un signal prix important qui permet effectivement aux gens de se dire « Ah, combien je paye aujourd'hui? Combien je vais payer dans les années futures? Est-ce que cet investissement dans l'isolation, parce que si quelqu'un qui investit dans l'isolation, mais qui fait son calcul et qui se rend compte que ça sera rentable au bout de 20 ans, il va se dire, mais dans 20 ans, mais c'est le bout du monde, je ne vais jamais le faire. Il faut qu'il ait un horizon temporel de moins de 10 ans. Donc pour ça, il faut des signaux assez forts sur un prix de l'énergie en disant, voilà, l'énergie va augmenter de manière indiscutable, et regardez, c'est beaucoup plus rentable pour vous d'investir un peu maintenant, pour pouvoir investir dans des outils d'efficacité, dans des outils d'économie d'énergie, dans des outils de production d'énergie renouvelable. Et comme ça, vous allez préserver votre pouvoir d'achat et que si vous avez un peu d'argent, vous avez investissez-le maintenant et demain, vous aurez effectivement la capacité de pouvoir profiter de l'investissement que vous faites cette année. C'est un peu comme la différence entre être propriétaire et locataire. Quand on est locataire, on peut rester pendant 20 ans au même endroit. À la fin, on a un tas de factures. On a des quittances de loyer et on n'a rien. On n'a que sa valise, on part. Alors que quand on est propriétaire, on a de la pierre, on a quelque chose. Et bien, quand on investit sur un système d'économie d'énergie ou un système de production d'énergie renouvelable, on devient propriétaire de son système de production d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas rien. Au bout de 20 ans, on n'aura pas qu'un tas de factures. On aura quelque chose qui serait capable, on aura fini largement de rembourser le prêt, qui en général est de 5 à 8 ans.
on aura quelque chose de concret. Et ça permet effectivement de préserver le pouvoir d'achat des gens sur du long terme. Donc effectivement, le signal prix est important. Et deuxièmement, la communication, diffuser dans la population des choses qui sont évidentes. Dans l'énergie, il y a des choses qui sont super évidentes et que les gens ignorent. La plupart des gens, vous les arrêtez dans la rue, vous leur dites « il est tout à fait possible de mettre un panneau chez vous et d'autoproduire votre énergie ». La plupart des gens disent « mais non, c'est illégal ». C'est faux, alors que ça fait 15 ans que la loi le permet. Mais simplement, on a dans notre imaginaire collectif des idées complètement fausses. On ne sait pas qui nous les a mis, qui les entretient, mais en tout cas, elles sont là. Et nous, effectivement, on a un gros combat à mener en termes de communication pour effectivement faire tomber ces préjugés. Après, sur Linky, rapidement, après, aujourd'hui, Linky, effectivement, un outil qui va permettre effectivement un gros apport, qui a une tarification à l'heure. Effectivement, ça permettra effectivement d'inciter les gens à dire, voilà, il y a des heures qui sont difficiles pour la France, parce qu'à 19h, c'est quand même fou qu'à 19h, que vous ayez votre éclairage qui tourne, que votre plaque de cuisson tourne, ok, mais qu'en même temps, votre cumulus tourne, que tous les chauffages soient à fond, etc. C'est un petit peu comme si on avait conçu des TGV pour que tous les Français partent en vacances le même jour, 1er août. C'est un peu la même chose. Donc du coup, ça serait quand même beaucoup plus malin d'envoyer des signaux tarifaires horaires pour dire aux gens, ceux qui veulent continuer à consommer le jour de pointe, eh bien, qu'ils consomment, ils payeront cher, comme les gens qui payent cher le train parce qu'il faut. Voilà. Par contre, il est possible de payer un billet de train en l'achetant à l'avance, en prenant les heures creuses. On peut payer moins cher. Donc les gens qui feront l'effort de changer leur consommation d'énergie pourront payer moins cher. Et en fait, nous, ce qu'on prévoit qui va arriver chez Comwatt, c'est qu'il va devenir aussi important de consommer au bon moment que de consommer moins. Vous avez, Madame la rapporteure, posé la question de la diffusion et de comment peut-on arriver à des grands nombres. Et je vais vous apporter une réponse très simple que je vais essayer d'expliquer. C'est en laissant l'effacement diffus se développer, ce qui sera aussi une façon de répondre à la question du président. Pourquoi y a-t-il une opposition ? Sur effectivement les clients, qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Est-ce que c'était que des gens qui avaient une vision très écologique de l'énergie et qui voulaient le faire sans regarder l'aspect économique? Aujourd'hui, on a fait une étude, effectivement, il y a des gens qui sont engagés et qui veulent faire effectivement un geste pour l'environnement et qui font ça, qui choisissent l'autoconsommation pour ça. Mais ça représente à peu près 15 à 20% maximum de nos clients. La plupart, c'est le budget. C'est le budget aujourd'hui, effectivement, le kilowattheure en tarif bleu, on est à 14-15 centimes le kilowattheure. Et tendanciellement augmentation de 5% par an. Quand ils autoproduisent sur place, ils sont plutôt à 11 centimes et tarif qui va rester à 11 centimes pendant les 25 prochaines années. Donc du coup, quand on calcule ça sur les 20 prochaines années, il y a un vrai intérêt économique à le faire maintenant, qui va s'améliorer, parce que le temps joue avec nous. C'est effectivement, plus les années passent, plus les énergies renouvelables vont encore baisser leur prix de revient, et plus l'énergie du réseau va coûter de plus en plus cher. Voilà. Et dernier élément de comparaison, alors, tout à l'heure, on parlait du Minitel. Aujourd'hui, on est passé du Minitel au triple play et on n'a pas changé le fil de cuivre qui est entre chez vous et le concentrateur. On a juste mis du signal, on a mis de l'intelligence dans le signal. Donc nous, ce qu'on propose, c'est juste mettre de l'intelligence dans le signal. C'est-à-dire que les tubes, on n'est pas obligé de tout casser. Le système français, il est quand même, il est construit. Il faudra peut-être l'améliorer avec les énergies renouvelables, mais il y a de l'optimisation à faire, comme on a optimisé avec les DSL. Merci beaucoup. Mes chers collègues, souhaitez-vous vous exprimer ou poser des questions? Moi, j'en aurais une. Merci en tout cas pour ce panorama extrêmement intéressant et stimulant à la fois intellectuellement et politiquement au meilleur sens du terme. Sauf par raccro, vous avez assez peu évoqué ce qui se passe ailleurs dans le monde. Quelle comparaison on peut faire dans les autres pays européens, aux États-Unis? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Voilà. Est-ce que la question est pertinente ou pas, d'ailleurs? Voilà. Alors, on est dans des domaines complémentaires pour répondre chacun. Pour ce qui concerne l'effacement, l'effacement a commencé en fait. L'effacement industriel existe depuis très longtemps. Arrêter une grosse usine électro-intensive en lui téléphonant, ça existe depuis très longtemps. Donc ce qui est nouveau, ce qui présente le plus de potentiel, c'est l'effacement du grand nombre de consommateurs, qu'on appelle l'effacement diffus. La possibilité de valoriser les effacements existe aux États-Unis depuis des décisions du régulateur américain fédéral de 2008 à 2011. L'équivalent de la directive européenne de 2012 dont je vous parlais est une décision de 2011. Et précédée par d'autres décisions depuis 2008.
Donc effectivement, l'effacement se développe aux États-Unis, représente des dizaines de gigawatts, mais il faut faire les proportions, bien sûr, avec la France. Et effectivement, la question se pose de savoir si la France veut juste attendre le plus longtemps possible pour protéger des technologies et des opérateurs historiques et leurs marges, ou bien si on essaye d'avoir une collectivité française et un opérateur national, un champion national qui est le plus performant, y compris au plan international, en lui apportant les technologies de l'Internet, qui est notre rôle de petits acteurs très modestes, le fait de travailler un peu en symbiose avec les grands acteurs. Et sinon, ce sera des opérateurs américains, et puis c'est tout. Si, au niveau européen, il y a une directive, mais la France est très en avance sur l'effacement diffus, grâce à nos travaux sans doute, et grâce aussi au travail qu'a pu faire, par exemple, le RTE, pour favoriser le développement de l'effacement diffus. Voilà. Donc tant mieux, très bien, on a les technologies, on est les seuls en France à avoir équipé 100 000 foyers, ça n'existe pas ailleurs en Europe, très bien, déployons ces technologies dans toute l'Europe et ailleurs, ça intéresse d'autres pays, en Asie par exemple, et pas seulement les États-Unis, je pense à l'Asie comme des pays où réguler la demande d'électricité, faire des économies d'énergie, c'est un problème économique, environnemental, de réseau, de sécurité électrique, donc nos technologies sont attendues. Si on les déploie à grande échelle en France, on sera en bonne position pour les déployer à grande échelle dans toute l'Europe et en Asie. Dépêchons-nous. En termes dans le domaine de l'autoproduction. Oui, dans l'autoproduction. Alors, nous, effectivement, leur premier cas, c'est l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne, ils ont fait beaucoup d'autoproduction. Et les Allemands, ils ont choisi le choix de la batterie. En fait, ils ont stocké l'énergie, le surplus, on peut dire effectivement, le surplus d'énergie, plutôt que le mettre dans des usages, comme nous on le fait, le mettre dans des batteries. Mais le problème, c'est que donc c'est très très cher. C'est très très cher. Une batterie, ça coûte très très cher. C'est ce qui ralentit actuellement le développement des voitures électriques. Pour donner l'ordre de grandeur, pour une famille de 5 personnes, un cumulus de 250 litres est capable de stocker 12 kWh. Voilà, on compte 50 litres d'eau par personne pour un foyer. 12 kWh. Savez-vous combien il faut payer une batterie capable de stocker 12 kWh? Le prix, c'est entre 12 et 15 000 euros. Le prix de la batterie, c'est 12 à 15 000 euros pour stocker ce que c'est stocker un cumulus qui coûte 200 euros. Donc effectivement, les Allemands ont commencé à faire l'autoconsommation avec des batteries, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas très rentable, même avec un kilowattheure à 25 centimes le kilowattheure. Donc ils se sont dit, oh là là, ça va être difficile de faire ça avec des batteries. Donc nous, on dit c'est beaucoup plus efficace d'utiliser des cumulus, surtout la plupart des gens ont déjà des cumulus, donc il n'y a même pas ces 200 euros à acheter. Donc du coup, effectivement, les usages intéressent énormément les Allemands parce que c'est une solution qui est économiquement rentable dès maintenant. Ensuite, d'autres pays. On a été contacté de manière assez curieuse par la Belgique, qui était extrêmement embêté avec les problèmes de blackout. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. Ils ont 3 réacteurs qui sont arrêtés. Ils auront des interconnexions avec les pays limitrophes qui sont un peu saturés et ils se disent, s'il y a un un coup de froid sur l'Europe, il y a un risque théorique de blackout. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, mettre des box chez les gens pour effectivement faire jouer une solidarité nationale, pour dire, écoutez, on est proche du blackout, est-ce que vous acceptez que votre chauffage se coupe pendant une demi-heure, 1 heure? Et ben, je pense que tous les Belges sont prêts à le faire pour ne pas avoir un blackout. Et effectivement, comme c'est des technologies qui sont assez légères, qui s'installent assez rapidement, qui peuvent se déployer à des millions d'exemplaires assez rapidement, c'est des choses qui peuvent effectivement changer beaucoup de choses à des coûts beaucoup plus bas. Et enfin, dernier point, il y a un point qui a attiré mon attention dernièrement, c'est ce qui s'est passé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y avait des éoliennes. On produisait l'énergie, une partie de l'énergie de Saint-Pierre-et-Miquelon était produite par des éoliennes. Et bien, elles ont été démontées, ces éoliennes, pour les remplacer par des groupes fuel. C'est le groupe Quadrant qui gère ces éoliennes. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour l'opérateur de l'île de gérer des éoliennes que des groupes fuel. Donc du coup, ils ont mis des bâtons dans les roues, donc je pense que ça va prendre du temps. Mais c'est dommage, en France, de devoir démonter des éoliennes pour mettre des groupes fuel à la place. Effectivement, c'est gênant, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, on a une limite, un plafond de verre de 30%. C'est-à-dire que dans les îles, on interdit de mettre plus que 30%, en Corse, on n'a pas le droit de mettre plus que 30% d'énergie renouvelable. Alors que si on avait un système de gestion dans le diffus, avec des incitations, en incitant les gens à consommer au moment où l'énergie est produite, en incitant les gens à consommer beaucoup moins au moment où l'énergie a du mal à être produite, on pourrait monter beaucoup plus sur les îles, au-delà de 30, 40, 50%, comme beaucoup d'études américaines le démontrent. Oui, il y a effectivement une problématique particulière pour les îles et l'outre-mer qu'on a pu voir évoquer dans les différentes auditions auxquelles nous avons procédé. Monsieur Maillard. Oui,
Pour être bref, il y a un sujet mondial qui est de plus en plus d'énergie renouvelable, de plus en plus d'éolien, de plus en plus d'énergies qui sont dites intermittentes. Et ça soulève forcément intermittentes, variables, etc. Qu'importe le vocabulaire. Mais ça repose la question du stockage. Et comment est-ce qu'on fait pour combler les trous quand il n'y a pas de production photovoltaïque, etc. Donc forcément, ça pose la question de comment stocker de manière intelligente. Stocker dans l'eau chaude, c'est une manière la plus intelligente de stocker de l'énergie. On peut aussi le stocker dans le bâti. Ce que disait le sujet à Pierre Vivas, c'est chauffer un peu plus la maison quand l'énergie est pas chère et récupérer la chaleur thermique par l'inertie du bâtiment. C'est toutes ces choses-là qui sont simples, qui sont de bon sens que l'on cherche à mettre en place. Donc le sujet, il est mondial. Alors après, les systèmes, ils n'existent pas partout du tout. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En Europe, la France est relativement pionnière. Il n'y a pas d'autres questions ni de prise de parole souhaitée de votre part. Je vous remercie vraiment pour ces opinions parfois dissidentes, mais très instructives. Merci beaucoup.